tous, bienvenue dans cette nouvelle conversation de Mythe. Aujourd'hui, on va parler de pâtisserie diététique. Je vous rappelle que les conversations de Mythe sont des podcasts à destination des professionnels de santé que vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour Mirana, bienvenue. Bonjour Justine. Alors Mirana, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc, je suis Mirana Robinson, je suis diététicienne nutritionniste depuis plus de 20 ans. Je suis également formatrice et chef pâtissière. Donc, je suis formatrice pour les professionnels en pâtisserie notamment, puisque je suis chef pâtissière. Et de mon côté diététique, j'exerce toujours en tant que professeur d'ATA, donc activité technologique d'alimentation et nutrition alimentation. Ok, super. Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet. On va parler de pâtisserie diététique, mais qu'est-ce que c'est une pâtisserie diététique ? Une pâtisserie diététique, c'est avant tout une pâtisserie saine, mais aussi une pâtisserie gourmande. Diététique, qu'est-ce que c'est ? C'est la science de l'équilibre alimentaire, la science du bien manger. Donc une pâtisserie diététique, ce sera une pâtisserie qui aura un profil nutritionnel correct, avec des ingrédients sains, parce que dans le diététique, on est également dans le sourcing, donc bien sourcé. Pourquoi pas local également, mais surtout ce côté sain, ce côté profil nutritionnel conservé et correct, tout en gardant la gourmandise, du moins c'est ce que j'essaie de faire. Ok, alors est-ce qu'il existe des pâtisseries qui ont une densité énergétique un peu plus faible ? Plus faible, tout dépend de ce sur quoi on se base. Effectivement, si on prend l'exemple d'une pâtisserie sur une base de pâte feuilletée, on aura une densité énergétique relativement élevée. Si on part sur ce qu'on appelle des flancs pâtissiers, ça va être plus faible par rapport à la pâte feuilletée, oui. Ok. Et les desserts à base de fruits, peut-être, sont peut-être tout à fait. Plus légers. À base de fruits aussi, tout ce qui est éventuellement certains entremets. Donc tout dépend vraiment de la base. Une pâtisserie va apporter des calories quoi qu'il arrive. Tout dépend vraiment de sa conception. Ok. Dans mes patients, souvent, quand on rééquilibre leur alimentation, ils finissent par me dire « Ah, mais maintenant, je peux plus manger ça parce que je trouve ça trop sucré. » Est-ce que notre palais s'habitue ou se déshabitue justement du goût sucré ? Bien sûr, on peut se déshabituer du goût sucré tout autant qu'on peut se déshabituer du goût salé. Vous l'avez peut-être entendu dernièrement au niveau de la réglementation sur le sel, sur le taux de sel dans la baguette. Il va diminuer petit à petit ce taux de sel. Donc petit à petit, pourquoi ? Parce que si on diminue du jour au lendemain, le palais ne va pas réussir, va être choqué, on va dire, alors que petit à petit, on va s'y habituer. C'est la même chose pour le sucre. Donc effectivement, cette appétence pour le goût sucré, on peut la maîtriser et ça se rééduque au long cours, moyen long cours. Ok. Est-ce qu'il y a une durée, je sais pas, est-ce qu'au bout d'un mois, au bout de 2 mois ? Non, il n'y a pas forcément de durée. Tout dépend déjà de son appétence de base pour le goût sucré et en fonction des efforts qu'on va faire, des choix nutritionnels qu'on va faire, on peut habituer le palais petit à petit à manger moins sucré. Quand on dit que c'est allégé, donc déjà ça peut être allégé, enfin les produits light, allégés peuvent être allégés en matière grasse ou parfois en sucre, ça dépend. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans la tête de certaines personnes, quand on leur dit « Ah, ben, ce produit-là, c'est un produit allégé », on a une barrière qui s'enlève en se disant « Ah, bah, puisque c'est allégé, je peux en manger plus ». Mais c'est justement le piège, Justine. Effectivement, c'est pas parce que c'est allégé qu'il faut en manger plus. Et c'est souvent le piège dans lequel tombent de nombreux patients. Que ce soit une pâtisserie, un laitage, un fromage même allégé, on se dit c'est allégé, donc je peux manger 2 portions. Non, il faut pas. Tout à fait, en fait. Voilà, c'est cette histoire d'éducation, peut-être que comme c'est allégé, au lieu de manger, 30 grammes de fromage, on peut en manger 35, on peut pas en manger 60, effectivement. Exactement. Donc, y a tout un travail comme ça à faire auprès des patients, et c'est vrai que souvent... moi, je l'ai remarqué avec certains biscuits d'une marque diététique
qui sont estampillés allégés en sucre. Et donc, moi, j'ai beaucoup de mes patientes qui arrivent en me disant « Mais Justine, j'ai pris maintenant au goûter, je prends ces petits biscuits parce que je les ai trouvés au rayon bio. » Donc déjà, il y a un peu l'appellation bio. On se dit « Ah, si c'est bio, c'est forcément mieux pour nous. » C'est forcément mieux, effectivement. Et en plus, tu sais, Justine, sur l'emballage, c'est quand même bien écrit en grand que c'est allégé en sucre. Donc, je prends ça au goûter. Donc, ok, très bien. Est-ce que c'est bon? Tu les aimes? Ouais, c'est pas mal. Par contre, c'est des paquets de 4. Donc, je mange les 4. Effectivement, Mais on n'a pas vérifié l'apport calorique. Et on n'a pas vérifié. Et donc, la dernière fois, j'ai fait le test, j'ai cherché. Et en fait, dans ce paquet de 4, on était à 350 calories. C'est pas négligeable. Et donc, c'est pas négligeable. Sur une collation, ça commence déjà à faire. Et il y avait vraiment cette... je voyais qu'elle était hyper sincère et hyper honnête. Elle pensait vraiment bien faire en me disant... c'est des biscuits sans sucre ajoutés. Ah non, mais tout à fait. Et c'est là que tout notre travail de diététicienne va rentrer en compte par rapport à toute cette éducation nutritionnelle qu'on a à faire. Donc, les sensibiliser, les patients, sur, je vais pas dire ce genre de détails, mais sur ces points cruciaux d'ailleurs. Ce sont des arguments marketing. Effectivement, on a des biscuits qui sont soit sans sucre, soit à teneur réduite en sucre, mais... hélas, ça ne nous autorise pas à en prendre forcément plus, parce qu'on a quand même un apport énergétique non négligeable. Ouais. Donc le paquet de 4, c'était vraiment trop par rapport à ses besoins. Et donc, oui. Bon, allez. On lui a pas interdit ses biscuits, mais elle en mange que 2, quoi. Mais attendez. Donc voilà, ça, il faut faire attention aussi. Et donc, comme tu le dis, il y a l'éducation nutritionnelle qui est hyper importante. Moi, j'essaye d'apprendre à mes patients à regarder l'étiquette quand même. Enfin, je leur donne quelques notions en disant, voilà, 350 calories pour une collation, c'est par rapport à leurs besoins de la journée, tu te rends compte que c'est déjà 30% ou que sais-je. Et oui, ça fait effectivement beaucoup. Tout à fait. Surtout qu'elles sont... Enfin voilà, c'est pas un effet rassasiant non plus optimal. Donc il y a peut-être le biscuit, les 4 biscuits plus un fruit ou plus un yaourt, donc ça rajoutait aussi. Exactement, ça peut, voilà, si le pic de glycémie augmente trop, on a forcément l'hypoglycémie réactionnelle après. Du coup, elles ont de nouveau faim et là on tourne en cercle vicieux. Donc c'est pas forcément judicieux. Alors tu parles de pic de glycémie. Est-ce que tes pâtisseries, elles sont pour les diabétiques? Elles peuvent l'être. Elles peuvent l'être. Pourquoi ? Parce que le taux de sucre est contrôlé. Je dis bien taux de sucre, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément éliminer le sucre. Donc notre fameux sucre de betterave sucrière n'est pas forcément à diaboliser, car comme tu le sais, ce n'est pas un sucre raffiné. Et oui, le sucre de betterave sucrière n'est pas un sucre raffiné, il ne passe pas en raffinerie. Donc techniquement, il n'est pas raffiné. Le seul sucre qui soit raffiné, c'est le sucre blanc de canne. Ah ouais, et donc ça, on le voit partout. Hein. On dit sucre blanc, c'est limite maintenant associé à... C'est diabolisé ? Ouais, c'est diabolisé. C'est diabolisé, mais il faut pas. C'est une question de proportion. Comme on sait dans le monde de la diététique, on a commencé par ça, c'est l'équilibre alimentaire. Il faut manger de tout dans des proportions raisonnables. Le sucre blanc, effectivement, d'un point de vue purement nutritionnel, hormis cet apport de calories, ne va rien nous apporter d'autre. Ceci dit, c'est un aliment plaisir, il faut se faire plaisir, il faut rester gourmand. La gourmandise peut faire partie et doit faire partie intégrante, je pense, d'un équilibre alimentaire. Pourquoi ? Parce que l'ennemi numéro 1, c'est la frustration. Et en ce sens, de la gourmandise maîtrisée, de manière raisonnable, c'est tout à fait faisable. Mmh. Bon, on va y aller dans le vif du sujet parce que c'est important et qu'il faut en parler, même si c'est un sujet très complexe. On va parler des sucres, des différents sucres. On y va, allez. Allons-y. Alors, aujourd'hui, on a tendance un petit peu à diaboliser le sucre blanc en disant c'est raffiné. Tu viens de nous dire que ça ne l'était pas. Et on a toute une émergence de nouveaux sucres dits naturels. Je mets des grosses guillemets à dits naturels. Et on a l'impression que c'est génial. C'est la révolution. Quoi. C'est la révolution. Et qu'on peut en manger sans souci. On peut en manger. Donc là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure en disant on peut en manger peut-être plus. Ou en tout cas, il n'y a plus d'effet. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière parce qu'on se dit c'est un sucre naturel, c'est super bon pour la santé. Voilà. J'ai mon avis sur la question, on en a déjà parlé entre nous hors caméra. Exactement. Mais on va essayer de faire une synthèse pour toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, quand on parle de différents sucres naturels, moi celui qui me vient en tête, c'est le sirop d'agave.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sirop d'agave ? Alors, le sirop d'agave et tous ces petits compagnons qui vont être, alors je cite la marque Stevia, par exemple, qui vont être aussi sucre de coco. Donc, tous ces sucres-là, effectivement, sont d'origine naturelle. Mais de toute manière... Comme le sucre blanc. Comme le sucre blanc, qui est donc une plante, betterave sucrière bien sûr, mais effectivement, comme tu viens de le dire à juste titre, ce n'est pas parce que c'est d'origine naturelle que l'on peut s'autoriser, je vais pas dire dans des proportions folles, parce que lorsqu'on sucre avec ces produits-là, on va pas non plus en mettre une tonne, parce que dans la bouche après, c'est trop sucré, c'est pas possible. Mais le souci qu'on peut retrouver, c'est effectivement, les gens vont se mettre à acheter beaucoup d'aliments en version nature pour les sucrer à chaque fois en se disant de toute façon je mets de la stevia, donc glycoside de stéviol, et puis c'est une plante, c'est naturel, tout va bien, mais non. Donc que ce soit sirop d'agave c'est quoi ? C'est du fructose. Le fructose, comme tu le sais et comme nous les diététiciennes nous le savons, à haute dose, c'est pas forcément ce qu'on va recommander pour la santé. D'accord ? Donc déjà il y a ça. Après, d'un point de vue purement pâtisserie, les personnes qui souhaitent, nos patients qui souhaitent, lorsqu'ils font un gâteau, même un petit gâteau yaourt, on va dire quelque chose de basique, un petit cake basique, lorsqu'ils souhaitent remplacer le sucre blanc par ce type d'ingrédients, il faut savoir qu'ils n'auront jamais, d'une part, le même résultat. Pourquoi ? Parce que le sucre blanc est un texturant en pâtisserie. Donc, si on le remplace par exemple, du sirop d'agave, on n'aura jamais, le cake, il va pas du tout être développé de la même manière, la masse ne sera pas la même, donc on n'aura pas du tout le même résultat. Ouais. Je ne parle pas du goût, je parle vraiment du résultat que l'on va obtenir. Est-ce qu'on peut remplacer du sucre, petits cristaux, ce que moi j'appellerais, c'est sec, par du sirop d'agave qui, là, c'est un sirop. C'est ça, voilà. Le côté fluide, c'est ce que je te disais. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Techniquement, on n'aura pas la même masse à la fin, donc on n'aura pas la même texture. Après, c'est même pas une question de j'aime ou j'aime pas. Alors oui, si, c'est quand même une question de j'aime ou j'aime pas, mais effectivement, donc le résultat ne sera pas le même. Gustativement, c'est à l'appréciation de chacun, certes. À mon sens, prendre on peut avoir d'autres solutions que de remplacer par un sirop ou autre. Ok. Je voulais juste rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu parlais de fructose, qu'on savait qu'il fallait pas en abuser. Je voudrais juste préciser, parce qu'il faut qu'on soit précis, parce que sinon on peut reprendre nos propos, qu'on parle du fructose du sirop d'agave et pas le fructose contenu dans les fruits. Même si il ne faut pas non plus en abuser, on est quand même... mais que ça va pas avoir du tout le même impact, parce que dans ça les fruits, n'aura pas le même impact parce qu'on a l'eau, et puis on a tous les fruits sont composés de différents glucides de toute manière. Ils sont, par exemple, si on prend la pomme, effectivement, elle est à dominante fructose, mais les proportions ne seront pas les mêmes que de faire un gâteau intégralement avec tel ou tel produit sucrant. Ok, donc là on a parlé sirop d'agave. Alors, le sucre de coco, on va en parler aussi. Il y a un petit débat, on a vérifié. Par ailleurs, par rapport à l'index glycémique du sucre de coco, alors pour le moment on n'est pas capable de... Il n'y a pas de consensus. Voilà, on ne statue pas parce qu'on a trouvé 2 sources fiables qui disent des choses différentes. Effectivement. Donc, a priori, le sucre de coco, c'est pareil, on nous l'a vendu. Alors, sucre de coco, le côté exotique du sucre de coco. Le côté naturel. Naturel, comme tu le donc, disais. Très à la mode. Voilà, ça vient des îles en plus. Ça vient des îles, c'est forcément bon. Déjà, on ne va pas discuter de l'empreinte carbone, parce qu'effectivement, le sucre blanc est fabriqué en France métropolitaine, donc ça c'est encore un autre débat, mais comme on l'a dit dans ce qu'on définit par pâtisserie diététique, on a aussi ce côté quand même éco-responsable. Donc le sucre de coco, effectivement, on a l'empreinte carbone. En effet, le débat qu'on a eu, c'est à combien est son IG. Les sources, donc fiables, quand on dit sources, on parle de sources scientifiques. Certaines sources vont dire que le sucre de coco va avoir un IG à 55. Dans le commun, je dirais, des esprits, l'IG est plutôt à 35. Donc là, déjà, on a quand même une variation notable, d'accord ? Donc effectivement,
À l'heure actuelle, ça n'a pas encore été statué. Il se trouve qu'en effet, le sucre de coco serait plutôt un analogue chimique du sucre blanc. Donc on aurait tendance à dire on serait plus vers les 55, mais on ne se prononce pas parce qu'on n'a pas trouvé de consensus dans nos sources scientifiques fiables. En tout cas, moi j'ai regardé le nombre de calories. Donc sucre blanc au 100 grammes, on est à 400 kilocalories. Sucre de coco, on est à 396. Bon voilà, déjà... On est équivalent. Calorique, on est équivalent. On ne gagne pas de calories. De toute façon, on va avoir plusieurs familles de produits sucrants. Donc, d'un côté, la famille des édulcorants. Il faut déjà rappeler que veut dire édulcoré? Un édulcorant, à la base, c'est un produit sucrant. Donc, le sucre, même le sucre blanc, c'est un édulcorant. Or, ce qui s'est passé, c'est que ce terme a été galvaudé. Donc, du coup, dans l'esprit de nos patients, quand on dit édulcorant, on ne parle pas de sucre blanc, on va parler des autres sucres et notamment peut-être des sucres de synthèse, etc. On va essayer de remettre ça à plat. On a le sucre qui va donc être notre sucre de référence, qui va être notre édulcorant premier, notre premier produit sucrant. Le sucre, indice de référence. À côté de ce sucre, on va avoir d'un côté les édulcorants intenses, comme par exemple, je cite, l'aspartame, l'acésulfame K, toutes ces familles-là d'édulcorants intenses que l'on retrouve notamment dans des boissons light. D'accord ? Avec un pouvoir sucrant. Avec un pouvoir sucrant 200 fois, au minimum 200 fois supérieur, voire plus pour d'autres édulcorants intenses. Et de l'autre côté, on va retrouver ce qu'on appelle la famille des édulcorants de masse ou de charge. C'est ainsi qu'on les appelle. Et ces édulcorants vont correspondre à toute la famille, notamment des polyols. Les polyols, donc les sucres-alcools, qui vont avoir un pouvoir sucrant supérieur au sucre, mais on ne sera pas 200 fois supérieur. Globalement, on sera à peu près 1,5 fois, en résumé, supérieur par rapport au sucre blanc. Ok, c'est très clair. Donc dans cette catégorie des édulcorants de masse, on retrouve les polyols. Tout à fait. Comme par exemple le xylitol, plus connu sous le nom de sucre de bouleau. Donc c'est vrai que quand on dit sucre de bouleau, il y a le côté naturel, bien sûr. Donc c'est un petit peu comme le sucre de coco, forcément, sucre de bouleau. Donc bouleau, l'arbre, évidemment. On a envie d'en consommer. Quel sera l'inconvénient pour nous en pâtisserie du xylitol? C'est que à haute dose, on peut avoir un pouvoir laxatif. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux. On va pas forcément chercher à remplacer la totalité du sucre par du xylitol, parce qu'en termes de goût aussi, la sapidité sera pas forcément là. En termes de texture également, ça va engendrer forcément une modification de structure. Donc je rappelle que le sucre blanc est un agent de texture en pâtisserie. Donc le fait de le diminuer, le fait de changer de sucre, même si on passe sur d'autres produits sucrants, sur d'autres sucres, notamment des sucres complets comme le muscovado, qui est donc un sucre, ce qu'on appelle un sucre humide, on n'aura pas la même texture à la fin. D'accord ? Qu'est-ce que c'est un sucre humide ? Je sais pas si tu vois, quand on regarde le sucre muscovado, il est tout compact en fait. Grain très fin, très compact. Donc on a un petit goût caramélisé fort agréable. Mais en revanche, le fait qu'il soit très compact, on n'aura pas le même résultat. Si on fait un cookie avec du sucre blanc, du sucre muscovado, et en fonction aussi des autres ingrédients, bien évidemment, on n'aura pas le même cookie à la fin. Ok. Qu'est-ce qui peut changer entre un sucre humide et un sucre qui ne l'est pas ? Déjà, ce qui ne change pas, ça reste du sucre, donc ça reste un apport glucidique donc, non négligeable. 1 gramme de sucre, 4 kilocalories, ça exactement, change pas. Donc on est sur la même chose. Pour le cookie, qu'est-ce qui va changer ? Comme le sucre est humide, le cookie sera beaucoup plus mou. Ok. Ça sera ça la différence. L'effet croquant de ce qu'on peut avoir dans un cookie. On aura moins cet effet croustillant en effet. On sera un petit peu plus moelleux, on va dire. Ok. Si on parle des édulcorants intenses pour la pâtisserie, donc si je comprends bien, si c'est 200 voire plus, on met pareil une petite quantité. Une très petite quantité. Donc on n'aura pas cette texture, comme tu dis, ce texturant, bien sûr. Donc sur un 4 quarts par exemple, je dis 4 quarts,
où normalement on est sur de la farine, des œufs, du beurre, du sucre. On enlève le sucre. Voilà, on enlève les 200 grammes de sucre du 4 quarts. Grand 4 quarts. On met quasiment pas de sucre, ni d'édulcorant, voilà. En effet. Et donc, un tout petit peu d'édulcorant de synthèse, qui ont un pouvoir sucrant très important. Qu'est-ce qu'on va avoir comme texture sur ce cake? Quelque chose de plat, tout rapla-plat. Exactement. Voilà. Donc il y a le goût. Donc ça c'est l'appréciation personnelle. Il y en a peut-être qui vont se dire ça va pas les déranger. Voilà, pour les calories en moins, je suis prête à faire le sacrifice d'avoir un goût. Je sais pas comment on peut l'appeler. C'est vraiment l'appréciation de chacun, donc différent. Différent, c'est ça. Par contre, au lieu d'avoir un 4 quarts aéré, gonflé, on va se retrouver sur quelque chose de plat. Très plat, voilà. De très plat parce qu'on n'aura pas le sucre, de très dense surtout. Au-delà du compact. Très plat, c'est de très dense, voilà. Dense, compact. J'ai failli dire pas forcément agréable en bouche. Après, c'est à l'appréciation de chacun. Peut-être qu'ils vont aimer, il y en a qui vont aimer ce côté compact. Bon, tout dépend du résultat qu'on recherche, hein, bien sûr. Mais effectivement, donc, sans sucre, on n'aura jamais la même chose. Après, pour ces édulcorants intenses, donc, on va être confronté au fait que tous ne se cuisent pas. Donc, on va avoir ce souci-là. Et forcément, dans tous les cas, le résultat ne sera jamais le même. Ok. On a parlé de pas mal d'édulcorants. Moi, dans mes recherches, j'ai trouvé l'érythritol. Alors, quand même, celui-là, il faut en parler parce qu'on est au lieu d'avoir 4 calories par gramme, on est à 0,2 calories par gramme. Presque pas de calories dans du... On est sur des calories négligeables. Négligeables, voilà. En effet. J'ai regardé pour le côté laxatif, pareil, on est sur il faut vraiment avoir des très grandes doses pour commencer à avoir ces inconvénients. Donc, on peut l'écarter. L'érythritol en pâtisserie, concrètement, ça va être la même chose que ce que tu viens d'expliquer? Et je rajouterais même, où est-ce qu'on va le trouver, l'érythritol, déjà ? Et comment on va faire pour l'utiliser. Donc là, on est vraiment... Donc l'érythritol, on rappelle qu'on est dans la famille des édulcorants de charge. Effectivement, on est sur des calories négligeables, mais ne serait-ce que pour se le procurer, on a déjà ce frein-là. Ouais. Alors c'est du sucre de maïs fermenté, j'ai vu. Donc effectivement, en industrie agroalimentaire, il sera utilisé de manière beaucoup plus commune, si je puis dire. Mais pour tout un chacun, pour nos patients, je ne pense pas que ce soit un produit que l'on puisse conseiller, contrairement par exemple au xylitol, donc au sucre de bouleau, qui lui va se trouver beaucoup plus facilement et notamment dans toutes les enseignes, les magasins diététiques qu'on appelle diététiques. Donc là on le trouve plus facilement, mais comme je disais juste à l'instant, c'est pas forcément le choix le plus judicieux, dans le sens où peut-être que pour faire cette chasse aux calories dans ce cadre de régime hypoénergétique, on essaiera de procéder autrement. On va pas forcément sacrifier nos fameux cookies ou notre fameux 4 quarts au détriment de la nature même de cette préparation, en fait. Toi, tu penses que l'utilisation de l'érythritol en pâtisserie, ça change trop la texture C'est même pas que ça change trop, c'est que l'érythritol, comme je viens de te le dire, ne serait-ce que pour se le procurer. Ouais. Alors moi, j'ai trouvé qu'on peut l'acheter en ligne. On peut l'acheter en ligne, oui, mais après, il faut savoir l'utiliser. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué. En fait, il suffit pas juste, c'est pas juste la pâtisserie, comme on dit à juste titre, c'est une alchimie entre tous les ingrédients. Donc, il s'agit pas juste de, hop, j'enlève le sucre et je remplace par autre chose. Voilà. Le souci, il est là, en fait. Ok. Très bien. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour au niveau des édulcorants, puisque le sucre est un édulcorant, donc on va parler des édulcorants. Le sucre est un édulcorant à la base. On a parlé d'un petit peu tout. Moi, je voudrais vraiment qu'on passe sur la technologie des aliments, ce qui est ton dada, t'adores ça. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir jusqu'où on peut aller. Donc, tu vois, j'ai pris la recette. On va reparler du 4 quarts de tout à l'heure. Donc la base. Le 4 quarts. Donc normalement, 250 grammes de farine, 250 grammes de sucre, 250 grammes de beurre et 4 œufs.
Comme son nom l'indique, 4 quarts, la même proportion des 4 ingrédients de base. Voilà. En effet. Est-ce que déjà, tu estimes que c'est possible de modifier pour rendre un peu moins calorique ou plus sain un 4 quarts? On peut en effet le modifier. On peut tout à fait 2 options. Soit on diminue le sucre, on diminue aussi le beurre, auquel cas on ne l'appellera plus 4 quarts, car la dénomination ne correspondra plus. Mais pour autant, on aura un résultat tout à fait convenable d'une certaine mesure. Mais et alors, ensuite... Excuse-moi, mais si on enlève... Donc, allez, au lieu de mettre 250 grammes de sucre, on met 200. Au lieu de mettre 250 grammes de beurre, on en met 200 aussi. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne mais sans souci. On aura forcément un gâteau un peu... légèrement plus dense. Plus dense. Légèrement plus dense. Un peu moins gonflé. Enfin, il y aura quand même une histoire de volume qui va changer puisqu'on a mis moins de matière à la base. La masse totale de ce qu'on appelle l'appareil à cake est forcément amoindrie. Donc le volume total... on sera impacté. Oui. Donc, on en aura forcément moins, tout à fait. Voilà. Mais le résultat final sera largement convenable si on prend l'exemple que tu viens de citer. C'est juste que, au lieu de manger une tranche qui fait 50 grammes, on mangera une tranche qui fait 45 grammes. Par exemple. C'est ça. Il y aura moins à manger, du coup. Il y aura moins à manger, mais voilà, c'est vraiment ça. Mais l'idée est là. Okay. Donc ça, c'est vrai que c'est important de le souligner, parce qu'effectivement, on est là toujours à vouloir diminuer, mais du coup, on diminue aussi ce qu'on consomme. Donc c'est pour ça que je dis, c'est une question de choix. Oui. Ok, donc sur le 4 quarts, toi tu peux par exemple, donc 200 grammes de sucre, 200 grammes de beurre, ça peut marcher. Ça fonctionne. Si je fais 250 grammes de farine, ok, je le laisse. Mes 4 œufs, je les laisse. Moitié-moitié. Je peux aller jusqu'à moitié-moitié. Je peux faire 125 grammes de beurre, 125 grammes de sucre. On peut essayer, mais là du coup on n'a plus du tout, alors un 4 quarts non pas par rapport à la dénomination, mais par rapport au résultat final. Si on diminue vraiment, déjà on aura beaucoup trop d'œufs. Plus on met d'œufs, plus on a un appareil qui sera liquide. Les œufs, c'est quoi? C'est avant tout de l'eau, d'accord? Au-delà des protéines et des quelques lipides que ça va nous apporter, c'est avant tout de l'eau. Donc, on aura un appareil qui sera liquide. Du coup, on aura un appareil plus dense, en effet, et plus compact. À la cuisson, donc, ça va être moins alvéolé. À la cuisson, le résultat final, on n'aura pas ce côté alvéolé des 4 quarts que l'on connaît. On aura quelque chose de beaucoup plus dense. Ok. Si je vais plus loin dans ce qu'on peut voir maintenant un peu partout, quand on veut enlever du sucre, on rajoute par de la compote. C'est pas idiot parce qu'on se dit on enlève du sucre, mais on rajoute par une autre forme de sucre finalement. Là c'est pareil. Donc si je suis ton raisonnement, donc là on enlève quelque chose de sec pour rajouter quelque chose d'humide. C'est la ça. Compote. Donc on n'aura pas la même chose. Donc encore une fois c'est une histoire de texture. Alors le goût, encore une fois. C'est à l'appréciation de chacun, mais la texture, en effet. La compote, on va rajouter quelque chose, oui, de fluide. Et donc, par rapport au sucre d'origine, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher. On aurait remplacé, par exemple, par de la banane, on va dire de la purée de banane. Ce serait déjà un petit peu plus différent. Pourquoi ? Parce que la texture de la purée de banane en soi est différente. Et généralement, la compote, ce sera plutôt un ersatz des œufs que du sucre. Parce que c'est humide aussi. Et... Notamment dans les recettes végétales, on va beaucoup utiliser la compote en guise d'œuf. Enfin, dans certaines recettes, pas toutes, ça ne fonctionne pas parce que l'œuf, comme tu le sais, a plusieurs vertus technologiques. On va l'utiliser pour son pouvoir liant, pour son pouvoir émulsifiant, pour son pouvoir foisonnant. Donc, en fonction vraiment de ce qu'on recherche, on va le remplacer par tel et tel ingrédient. Et effectivement, la compote revient dans pas mal de pâtisseries végétales. Ok, donc la compote, pourquoi pas, si je comprends bien, mais il ne faut pas s'attendre à avoir un 4 quarts. Enfin, voilà. C'est ça, exactement. Le beurre. Si on veut enlever un petit peu de beurre et pourquoi pas remplacer. Alors, moi, ce qu'on me dit souvent, c'est « Ah, mais je mets pas de beurre, je mets de l'huile d'olive parce que l'huile d'olive a la réputation d'être saine. » Donc, ce que moi, je dis toujours à mes patients, c'est que déjà, il y a plus de calories dans l'huile que dans le beurre. En effet. Donc déjà, alors oui, il y a bien sûr d'autres vertus, mais en termes, si on parle de calories, remplacer le beurre par l'huile, on va rajouter des calories.
Je ne sais pas si, normalement, on met autant de beurre que d'huile en termes de... Non, on en mettra moins parce que justement, le beurre, 82% de matière grasse sur un beurre standard. Hein. On ne parle pas du beurre sec forcément, on va parler du beurre doux donc. Et l'huile, 100% de matière grasse, donc 100% de lipides. Si on fait vraiment le ratio, la véritable proportion, on mettra en termes de grammage, réellement de grammage, moins d'huile que de beurre, pour respecter cette proportion de lipides si on fait les choses comme il faut. Après, en termes donc de bénéfices, effectivement, sur le beurre, on est sur un apport d'acides gras saturés. Sur les huiles, on n'aura pas forcément que des acides gras saturés. Là, si tu me cites l'huile d'olive, AGMI, donc les monoinsaturés, l'acide oléique, la dominante, pourquoi pas, si c'est ce qu'on le recherche, hein. Je dis pas le contraire. En plus, l'huile d'olive se cuit, passe très bien à la cuisson. Ça a un goût sans souci. Ça a un goût, ça peut être apprécié, pourquoi pas. Le mariage olive-chocolat, très intéressant, donc à tester vraiment. En revanche, attention, lorsqu'on remplace du beurre par de l'huile, ne pas se diriger vers les huiles riches en oméga 3. Pourquoi ? Parce que ces huiles-là ne se cuisent pas. Ah oui, donc tu parles de l'huile de lin. Par exemple, l'huile de lin, les huiles de noix. Ça va pas supporter la cuisson. Ça ne supporte pas la cuisson. Pourquoi ? Parce que les oméga 3 vont s'oxyder justement à la cuisson. Donc à ne jamais cuire. Toujours à cru, en vinaigrette, sur les crudités, c'est top. Ne pas essayer de cuisiner ni de les intégrer dans des pâtisseries pour donc, dans le but de rechercher cet apport en oméga 3, ce n'est pas dans les pâtisseries qu'il faudra l'introduire. Donc déjà, on a ça effectivement, on pourrait remplacer. Après le beurre, il va servir aussi dans la texture finale. Le beurre, il faut savoir qu'on l'introduise de manière liquide, donc on va le chauffer, on va le préchauffer, qu'on l'introduise sous cette forme-là, ou alors qu'on en fasse ce qu'on appelle un beurre pommade, donc le beurre qu'on sort un petit peu plus tôt du réfrigérateur et qui va devenir tout mou, que l'on va donc pommader. La texture aussi finale de la pâtisserie en sera impactée, d'accord ? Au-delà d'une quarantaine de degrés, la texture du beurre en fait est modifiée et du coup il ne retrouve plus sa forme initiale, sa forme chimique initiale en fait. Et donc on a un impact sur le résultat final. Ok. Donc la différence entre un 4/4 fait avec du beurre et un 4/4 fait avec de l'huile, ce sera quoi ? Ce sera le 4/4 fait avec de l'huile, sera beaucoup plus fondant en bouche, ce qu'on va appeler fondant pour le coup. Donc fondant dans le sens un peu plus dense aussi. Alors que le beurre, on a quelque chose de plus moelleux, tandis qu'avec de l'huile, on sera sur du plus fondant. Plus fondant, un peu plus gras aussi en bouche et au toucher également. Ah ouais. Pour tout ce qui est à base d'huile, quand on le touche, on a le côté gras qui peut coller sur les doigts, notamment en fonction de la proportion, tandis que à base de beurre, alors oui, bien sûr, le beurre est un lipide, donc on a également le côté gras. On sera plus moelleux d'un côté et plus fondant de l'autre. On parle beaucoup maintenant du beurre de cacahuète. C'est un peu, voilà, c'est bon. Moi, j'aime bien le beurre de cacahuète, mais est-ce qu'en pâtisserie, on peut remplacer le beurre par du beurre de cacahuète ? On peut, bien sûr. On peut. En même proportion ? Même proportion. Si on part sur des cookies, ça fonctionne très bien. Si on part sur d'autres préparations, ça fonctionnera moins bien. Ok. Bon, il n'y a pas de secret. En fait, il faut tester, il faut avoir l'expérience. Il faut tester, en effet. Tout dépend vraiment de la préparation dont on parle. Beurre de cacahuète sur des cookies, topissime. Apport de lipides d'une certaine qualité, pas forcément négligeable par rapport justement au beurre, voilà, à nos acides gras saturés. En effet, ça peut être intéressant de faire cette introduction, notamment par rapport à cette poignée d'oléagineux qu'on a à consommer au quotidien. C'est une autre façon de les consommer de manière peut-être un peu plus gourmande. Donc si on part vraiment sur une pâte de cacahuète, donc sur un beurre de cacahuète sans sucre ajouté de base, ça peut fonctionner. Ok. Et en termes de texture, alors un 4/4 avec 250 grammes de beurre et un 4/4 avec 250 grammes de beurre de cacahuète, ça va changer quoi ? C'est une bonne question, car je ne l'ai jamais essayé. Ah, t'as jamais essayé. Bon, c'est bien. Ça changera le goût, effectivement. Eh bien, écoute, je vais essayer, je te dirai ça. Sur ces proportions-là, vraiment, de changer totalement. D'instinct comme ça, je dirais, alors oui, bien évidemment, le goût, mais je pense qu'on aurait quelque chose de beaucoup plus fondant. Ok.
Avec le beurre de cacahuète ? Ouais, avec le beurre de cacahuète. Ça va changer le prix aussi, hein, parce que ça va changer. 250 grammes de beurre de cacahuète, c'est pas donné. Voilà, c'est pas donné. Ça peut changer effectivement le coût global de la pâtisserie. Mais en effet, on aura quelque chose de fondant. Quand je dis fondant, c'est du style un brownie en fait. Alors moi j'ai regardé les macros du beurre, donc on est pour 100 grammes à 82 grammes de lipides, 1 gramme de protéines. Pour le beurre de cacahuète, on a 53 grammes de lipides et 25 grammes de protéines, donc ça peut être intéressant aussi. On est gagnant en termes de lipides. De lipides et de protéines aussi, ce qui peut être intéressant, pourquoi pas. Comme je disais, dans le cadre de cette consommation au quotidien de poinées d'oléagineux, c'est une autre façon, donc attention, hein, ne pas exagérer non plus, c'est pas parce qu'on dit là, oui, on peut remplacer dans nos recettes le beurre par du beurre de cacahuète qu'il faut le prendre pour argent comptant et qu'il faut abuser, c'est comme tout, hein, que ce soit le beurre de cacahuète, les autres produits sucrants, etc. Toujours par parcimonie, quoi qu'il arrive. Restons gourmands, mais de manière maîtrisée et raisonnée. Qu'est-ce que tu ne modifierais pas, toi ? Personnellement, je ne modifie pas les viennoiseries. Tu mets pas du beurre de cacahuète à la place du beurre dans ton Alors là, non, croissant. on ne pourrait pas, techniquement. Pourquoi ? Parce que lors de ce qu'on appelle le tourage, remplacer le beurre par du beurre de cacahuète, ce serait pas possible en fait pour travailler la pâte. Ah oui. Donc déjà, d'un point de vue technique, c'est pas possible. Et ensuite, au niveau du goût aussi. Et pourquoi est-ce que je dis qu'on ne peut pas le modifier ? Certes, il y a des pâtisseries à base de margarine, mais après, c'est comme tout, on aime, on n'aime pas. Moi, je suis très gourmande, je préfère les viennoiseries faites avec du bon beurre, avec une pâte bien feuilletée comme il faut, que effectivement une viennoiserie faite avec de la margarine, moins intéressant gustativement à mon sens. Okay. D'autant plus, alors nutritionnellement parlant, c'est pareil, on va pas être si gagnant que ça, c'est une idée reçue. La margarine... si on résume toutes les teneurs, on va dire on est aux alentours des 70%, tandis que le beurre, donc on vient de le dire, on est à 82% de matière grasse. Bon, au final, 10%, si on fait le prorata sur la consommation hebdomadaire, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent de changer au détriment du goût. Ok. Donc viennoiserie, selon toi, on se fait plaisir avec un vrai croissant. Bon, maintenant, ceux qui aiment les viennoiseries à base de margarine, pourquoi pas, hein, soit. C'est comme les personnes qui vont consommer tout le temps des laitages 0% par goût. Mais écoutez, si par goût elles préfèrent, pourquoi pas. Ok. Pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres pâtisseries comme ça auxquelles tu penses, toi, que tu ne modifierais pas du tout ? À part les viennoiseries... La tarte au citron. La tarte au citron, si on est sur un vrai curd, donc avec émulsionné au beurre, pareil, très compliqué de le modifier, car on sera plus sur un curd après. Ah ouais. Et la pâte, est-ce que la pâte sablée, on peut... La pâte, oui. Si on part par exemple sur les versions végétales, ça se modifie, mais c'est un peu comme le curd, parce que le curd en version végétale existe. Tout se modifie en réalité, mais tout dépend du résultat qu'on recherche. Okay. La limite, elle est là. Donc, c'est modifiable techniquement. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à faire le sacrifice pour le goût ? C'est à l'appréciation de chacun. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais parler aussi de sacrifice. C'est jusqu'où on veut aller dans cette modification. Ouais. Voilà. Quel est l'objectif final ? Quel est l'intérêt ? Parce qu'on va prendre du plaisir à le manger, ce qui est quand même super important aussi. Si finalement, c'est « j'ai mangé ma tarte au citron revisitée », mais ça n'avait pas vraiment le goût de citron, ou la pâte était super fine. Je me suis pas fait super plaisir, exactement. Soit j'en mange une deuxième part, soit j'aime pas, soit je sais pas quoi, mais effectivement, c'est à l'appréciation de chacun. Après, ceux qui doivent modifier pour soit des raisons de santé, d'allergie par exemple, ou ce genre de choses, c'est encore un autre débat, ou par conviction, hein, tout simplement, c'est encore un autre débat. Mais si on est dans la recherche pure du je cherche à ingérer moins de calories, peut-être qu'il y a d'autres biais à explorer que celui de remplacer le beurre par autre chose. Ok, bon, on a bien parlé de tout ça. Je voudrais... bien des sujets
important qu'on aborde, on va parler de l'index glycémique. Parce que ça aussi, sur les réseaux, je trouve, on en parle beaucoup et on a tendance, c'est comme les produits sains. Par exemple, on va dire, le beurre de cacahuète, c'est peut-être mieux pour la santé que le beurre normal, mais alors on peut en manger en grande quantité. L'avocat, c'est super, c'est plein de bonnes choses, donc on en mange un tous les jours sans prendre en compte la densité énergétique des aliments. Et pareil, l'index glycémique, on a tendance à dire si c'est IG bas, c'est bon pour moi, on peut en manger, etc. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'utiliser des farines qu'on va avoir IG bas. Alors déjà, je voudrais préciser que l'IG bas, c'est insuffisant. Il faut qu'on parle de la charge glycémique. Donc, tout à fait. Prendre en compte la quantité de l'ingrédient et aussi les autres ingrédients qui composent la pâtisserie en l'occurrence. Donc voilà, déjà, parler d'IG bas, c'est insuffisant. Mais on va dire, voilà, j'ai utilisé de la farine semi-complète ou complète dans cette pâtisserie. L'IG est plus bas, donc ça va être meilleur pour moi. Bref, est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'on peut mettre, quand c'est 250 grammes de farine, de blé ordinaire, est-ce qu'on peut mettre 250 grammes de farine complète et qu'est-ce que ça va changer ? Tout à fait. Donc sur le côté technique, c'est effectivement faisable. IG bas, et tu l'as dit à juste titre, il ne faut pas s'arrêter à cette notion. Ce qui est important, c'est vraiment la notion de charge glycémique. Certes, IG bas, mais vu le taux de glucides, la charge glycémique s'en trouve forcément impactée. Est-ce qu'on aura un bénéfice réel ? Je ne suis pas certaine. En revanche, ce qui est intéressant dans l'utilisation de toutes ces farines complètes, semi-complètes, c'est l'apport en fibres. Donc là, oui, on a un réel bénéfice nutritionnel, indéniable. Qu'est-ce que ça va changer concrètement sur notre dessert? On aura quelque chose de peut-être un petit peu plus sec. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter peut-être un peu plus d'œufs. Tout dépend de la préparation de base. Mais d'un point de vue purement technique, c'est largement faisable. Et c'est quelque chose qu'effectivement, je vais encourager. Donc, ne pas forcément prendre des farines blanches, mais prendre au minimum des farines semi-complètes. Ok. Mais tout en gardant en tête qu'il faudra peut-être rajouter un peu plus de liquide. On peut réhydrater un peu plus la masse que l'on va travailler parce que les farines complètes ou semi-complètes ont tendance à assécher la masse. Je parle vraiment d'un petit peu plus de liquide, hein. Je n'ai pas forcément dit de rajouter des litres et des litres. Ouais. Et ça se fait comment à l'expérience aussi? Ça se voit visuellement. Si on connaît une recette qu'on a l'habitude de faire et qu'on va se dire, tiens, effectivement, pourquoi pas utiliser une farine semi-complète ? En effet, j'y gagne en termes d'apport en fibres, j'y gagne en termes de micro aussi. Donc, ok, on passe à la farine semi-complète ou complète et on se rend compte en le faisant, tiens, quand je mélange, ça reste coincé dans mon fouet, c'est pas comme d'habitude, c'est pas aussi fluide par exemple. Donc bon, c'est pas aussi fluide, hop, je vais rajouter, alors tout dépend de la recette, hein. Ça peut être, si dans la recette il y avait du lait à la base, un petit peu plus de lait, si dans la recette il y avait que des œufs, je vais peut-être rajouter un demi-œuf, que sais-je, hein, tout dépend vraiment de la recette, hein, j'insiste. Mais voilà, on peut avoir cette petite différence notable en termes de texture, mais qui n'aura pas d'impact sur la finalité, pas d'impact, je dirais, déterminant. Et donc, j'encourage fortement, en effet, à modifier la farine blanche par des farines semi-complètes et complètes. On va parler aussi de toutes les alternatives végétales. Alors aussi, en ce moment, on voit qu'on a tendance à remplacer le lait par du lait d'amande. Ça peut arriver. Alors attention, si c'est par conviction personnelle, par allergie, intolérance, c'est indiscutable, voilà. Tout à fait. Mais est-ce que, nutritionnellement parlant, ça a un intérêt de remplacer, par exemple, du lait par du lait d'amande ? D'un point de vue nutritionnel, le fait de passer sur du lait d'amande, qu'est-ce que ça va changer ? On va avoir effectivement un apport amoindri en protéines et en glucides. Si c'est ce qu'on recherche, pourquoi pas ? Maintenant, comme je disais, tout dépend de la raison pour laquelle on aura fait cette modification. Ok. Qui ne se discute pas forcément, en fait. Exactement. Qu'est-ce que tu penses des gâteaux courgettes chocolat ? Ça peut être sympa, ça peut être une bonne alternative, pourquoi pas, et puis gustativement, c'est pas inintéressant. Ouais. Donc la courgette, ici, ça remplace les œufs ? Ça va nous remplacer les œufs, ça peut nous remplacer aussi une partie du beurre.
Donc, c'est pas forcément inintéressant. Ok. Et la mousse au chocolat à l'Aquafaba donc au jus de pois chiche. T'as déjà goûté? Ouais. Oui, goûté et fait. C'est pas mal. Donc effectivement, pour les personnes soit qui ne consomment pas du tout de produits d'origine animale, soit qui sont allergiques aux œufs, ça peut être une alternative super intéressante, l'Aquafaba, donc le jus de pois chiche. Donc ça peut être pas mal. Est-ce que toi, tu fais des fois des gâteaux dans lesquels tu vas rajouter des protéines végétales? Alors moi, j'ai déjà testé gâteau chocolat haricots rouges. Haricots rouges. Qu'est-ce que tu vas en penser? C'est sympa aussi. Ouais. Donc là, on aura quelque chose d'un petit peu plus compact quand même en termes de résultats. Contrairement à la courgette, on a aussi quelque chose de fondant, mais haricots rouges encore plus compact. Okay. Mais c'est pas inintéressant et puis ça nous permet de compléter nos apports en protéines végétales. Ouais. Donc c'est pas inintéressant du tout. Ok. Ce que je voudrais quand même préciser, parce que encore une fois, les gens quand ils vont se dire, je vais mettre des haricots rouges par exemple dans mon gâteau. Bon, ça reste souvent, on a quand même 200 grammes de chocolat, ce qui est quand même un apport énergétique quand même vraiment important. Tout à fait. Et puis, donc, les haricots rouges vont remplacer les œufs. Donc oui, on met des protéines végétales à la place de protéines animales. Certes. Une pâtisserie, ça reste une pâtisserie. Non seulement c'est une pâtisserie, mais comme tu l'as dit au tout début avec ta patiente et ses petits gâteaux diététiques, qu'elle appelle, qui sont appelés donc diététiques, on a un apport énergétique. Donc, c'est pas parce qu'on remplace un aliment par un autre que l'apport énergétique a disparu. Là, effectivement, typiquement, dans cet exemple de gâteau au chocolat, mais même à la courgette, c'est le même débat. C'est pas parce qu'on a mis de la courgette qu'on y a introduit un légume que tout de suite, le gâteau, on va se dire « Ah bah non, il y a des légumes, c'est bon, je peux y aller. » Non, c'est du chocolat avant tout. Bien sûr. Donc, oui, on se fait plaisir. On n'oublie pas qu'il y a un apport énergétique, quoi qu'il arrive. Donc, que ce soit de la courgette, que ce soit du haricot rouge, le gâteau au chocolat, c'est un gâteau au chocolat. Donc oui, mais dans une certaine mesure. Donc vraiment, l'éducation nutritionnelle, c'est super important. C'est super important. Il faut vraiment qu'on explique tout à nos patients et pour qu'ils fassent leur choix en toute conscience, en fait. Leur choix en toute conscience, en comprenant bien effectivement tous les tenants, tous les aboutissants, que ce soit un choix par rapport aux édulcorants, que ce soit un choix par rapport aux ingrédients. En ce qui concerne typiquement le domaine de la pâtisserie, on est sur des aliments plaisir. Mais l'être humain a une appétence naturelle pour le goût sucré. On regarde le nourrisson, qu'est-ce qu'il boit lorsqu'il est allaité? Le lait maternel a un goût sucré, déjà de base. Donc on a une appétence naturelle. Ne pas priver les patients, donc ça c'est vraiment le mot d'ordre, ne pas les priver. Les éduquer, les éclairer sur leur choix, sur toutes les possibilités qui leur sont offertes. C'est ça vraiment qu'il faudrait retenir à la fin de ce podcast, Justine. Et si on a envie de manger une pâtisserie grasse? Eh ben, on se fait plaisir. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on y va, on se fait plaisir. Et oui. Voilà, la gourmandise avant tout, d'accord? La gourmandise sans culpabilité. Ça, c'est mon credo, la gourmandise sans culpabilité. Donc, on y va, on mange cette pâtisserie grasse, comme tu viens de le dire, cette pâtisserie bien fat, bien sucrée. Avec parcimonie, toujours, de manière ponctuelle, mais on se fait plaisir. On n'oublie pas que l'ennemi numéro 1 de nos patients, c'est la frustration. Et la culpabilité aussi. Et la culpabilité, bien sûr. Mais alors, c'est pour ça que je disais la gourmandise sans culpabilité. Je le mange en toute conscience, en pleine conscience. C'est un choix, c'est mon moment plaisir. Je me pose, je déguste cette pâtisserie-là, non modifiée, l'original, bien sucrée, bien grasse comme il faut, mais toujours dans un contexte modéré, c'est-à-dire c'est pas ce qu'on va aller manger au quotidien tout le temps. C'est le moment plaisir, le plaisir que l'on s'octroie. Ok. C'est quoi ta pâtisserie préférée, toi? Le flan pâtissier. Ah ouais. Ok. Et quelle est la pâtisserie que tu fais toi-même, dont tu es la plus fière? Parce que Le flan pâtissier. Ah ouais. Donc tu as réussi à revisiter ou J'ai réussi à le revisiter et d'après les professionnels du domaine, écoute, ma foi, il n'est pas mauvais. Est-ce qu'on peut connaître un peu ton secret? Non. Ça reste. Je te le ferai goûter. Ah voilà, on veut bien. On veut bien le goûter, mais on ne saura pas. On ne saura pas ce qu'il y a dedans. Donc il faut savoir que ce flan, effectivement, a été modifié d'un point de vue nutritionnel. Donc du coup,
le fameux profil nutritionnel, cet apport protéines, lipides, glucides, correspond à l'équilibre alimentaire. Parce qu'un flan, l'original, donc lorsqu'il est fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire vraiment tel qu'il devrait l'être, et pas certaines recettes actuellement qu'on a un petit peu bancales. Donc dans les règles de l'art, le flan est relativement gras. Après, c'est vrai que dans l'industrie, notamment dans l'industrie agroalimentaire actuelle, on va retrouver beaucoup de flans, mais qui n'auront pas forcément cette même teneur en matière grasse, mais qui ne correspond en fait pas forcément au flan originel. Ok, bon, tu nous as donné envie avec le flan. J'espère. Quel conseil tu peux donner aux professionnels de santé qui nous écoutent, qui voudraient tester des recettes ou conseiller des recettes à leurs patients pour que ça reste quand même bon, sans aller trop loin? Pour conseiller les recettes, je pense que rien ne vaut l'expérience personnelle. Donc, essayez vraiment de tester les recettes avant de les conseiller pour éviter toute déconvenue. Parce que c'est vrai que si on se met à conseiller à nos patients, non, mais alors remplacer tel ingrédient par tel autre, sans savoir ce qu'il y aura à la fin, et que le patient revient, j'ai essayé votre petite astuce, mais alors franchement, j'ai obtenu ça. C'est délicat, c'est délicat. Donc rien ne vaut son expérience professionnelle. Il faut tester. Tous les goûts sont dans la nature, mais il faut tester. Ok. Est-ce que, comme ça, tu pourrais nous dire, allez, si on veut mettre moins de sucre, il y a un pourcentage jusqu'où on peut aller? Là, on parlait du 4 quarts tout à l'heure, où tu disais un 4 quarts si on met... Moins 50%. Ah ouais, donc on peut aller jusqu'à moins 50%. On peut aller sur moins 50, mais tout dépend... Attention, quand je dis moins 50, tout dépend du chiffre de base. J'entends par là, tout dépend de la recette de base. Très souvent... Dans les recettes, on va dire qu'on va retrouver sur Internet, sur un site quelconque, elles sont déjà à la base très très sucrées. Donc comme elles sont très très sucrées, on peut se permettre d'aller jusqu'à moins 50. Si en revanche, on part d'une recette où le taux de sucre est, entre guillemets, normal. Donc, on va avoir une recette où le sucre n'a pas été mis en termes de grammage de manière démesurée. Moins 50, ce sera trop. Ok. Et est-ce qu'il y a aussi moyen de le voir quand on prépare la recette? Est-ce qu'on va se rendre compte que ça va moins... Dans le saladier, ça va être trop plat, ce sera pas assez... Ça va être plus fluide, par exemple. Si on part toujours de ton exemple de 4 quarts, le fait de moins de sucre, tu auras presque une pâte à crêpes. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, si tu as une pâte à crêpes, là, tu te dis, il y a peut-être un problème. Je précise quand même, si parmi les professionnels qui nous écoutent, on a des pâtissiers aguerris, effectivement, il y a certaines recettes de pâte à cake notamment qui sont semi-fluides, mais c'est voulu, en effet. Donc, c'est pas parce qu'on a mis moins de sucre, mais c'est une histoire de proportion d'ingrédients et d'autres ingrédients ajoutés qui font qu'on a une pâte semi-fluide. Et donc, le résultat, on recherche à avoir un cake un petit peu plus dense, en fait. L'avantage, c'est quoi? C'est lorsqu'on va le couper, il se tient à la tenue. Que lorsqu'on coupe les autres 4 quarts, on coupe et ça s'effrite, en fait, ça s'émiette. Là, on aura une super tenue à la découpe. On peut avoir quelque chose de sympa. Ok. Écoute, on a appris plein de choses, Mirana, merci beaucoup. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre, ou on veut suivre tes créations culinaires et trouver la recette de ton flan? La recette que tu vas déguster très prochainement, mais écoute, avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut me retrouver? On peut me retrouver sur les réseaux, sur mon Facebook, donc en tapant simplement mon nom, mirana.robinson. Donc là, on va retrouver tout ce que je fais dans l'événementiel. Ok. Notamment, je suis souvent jury de concours culinaires, donc on peut me retrouver à ce niveau-là. Et sinon, j'ai mon Insta, mirana.pâtisserie, où j'essaie d'être un petit peu plus assidue dans la publication des recettes. Donc là, tu partages les recettes que tu fais. Et LinkedIn, on peut te retrouver là aussi? On peut me retrouver en tant que professionnelle sur LinkedIn, effectivement, pour savoir ce que je fais dans la vie. Ok, et on mettra tout ça en ressources, comme ça les gens pourront venir s'abonner en masse. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. Au plaisir.